Spider-Man die? Neither can I. See you, Space Cowboy. Donc, précédemment, on avait parlé de Megazone 23, Bubblegum Crisis et Adepolis, qui se passe dans le même univers que Bubblegum Crisis. On vous invite aussi, pour tout ce qui est termes OVA et tout ça, de retourner voir la première partie de l'épisode pour vous faire pour pouvoir être à jour sur les termes qu'on utilise si vous n'êtes pas familier avec. Donc, on va continuer, on va pas attendre trop longtemps à continuer avec Pat Labor, les films Pat Labor. Du coup, 3 films sortis respectivement en 89, 93 et 2001. Donc, on va suivre principalement l'unité de police mécanisée, les Pat Labor Special Vehicle Section 2. Alors, il faut savoir que Pat Labor, c'est un projet multiplateforme aussi, hein, qui était initié par un collectif Headgear, et qui était composé de plusieurs personnalités très influentes. Donc, on avait donc le réalisateur Mamoru Oshii, le scénariste Kazunori Hito, le mangaka Masami Yuki, la chara designer Akemi Takeda et le mecha designer Yutaka Izubushi. Donc en fait, ils se sont tous réunis pour créer cette licence Pat Labor qui s'est déclinée donc en manga, en OVA, en série télé, en light novels aussi, c'est des petits romans avec des fois des illustrations, plus tard en jeux vidéo. Et puis, il y a eu effectivement 3 longs métrages très importants réalisés respectivement effectivement 1989, 1993 et en 2001. D'ailleurs, on fête les 30 ans de Pat Labor 2 cette année. Et c'est vrai que le premier film était quand même une très très grosse production. Il y avait plusieurs studios qui s'étaient unis sur ce premier film. Il faudrait que je retrouve le nom des studios qui étaient sur le premier. Je crois que le film, c'était, je sais pas, c'était pas encore. Je crois qu'il y avait Bandai Visual et Tohoku Shinsha notamment à l'époque, plus d'autres sociétés qui s'étaient greffées sur le projet. Et c'est vrai que ce premier film est intéressant parce que c'est un des summums de l'animation japonaise de cette époque-là. Et là, on va suivre une mission, une enquête donc de la division 2. Donc il y a un virus qui commence à se répandre dans le software des labors. Donc des labors qui, je rappelle, sont des machines, des mechas qui servent à aider les humains dans leurs tâches quotidiennes, sur tous les secteurs, sur tous les types de métiers. Donc la division 22 va tenter de comprendre d'où vient ce virus, voilà, qui infecte ce nouveau software. Et ils ont peur que ce virus infecte leur propre labor, leur propre Pat Labor, donc les fameux Ingram. Et ça se passe aussi à une époque où dans la diégèse du récit, Tokyo est en train de connaître une politique d'expansion, c'est-à-dire qu'ils sont en train de construire des îles artificielles, ils construisent sur l'océan pour élargir la ville. Chose qui commençait à se faire justement à l'époque dans le véritable Japon. Et donc c'est le projet Babylone. Et donc du coup, le combat final va se situer dans une espèce d'arche qui abriterait en fait la source de ce virus, donc le virus Babel qui infecte les labors. Et c'est un film assez génial parce que toute la partie enquête, elle est assez contemplative, un peu métaphysique. On va explorer justement un Tokyo qui est en train de disparaître. Voilà, justement, les petits cours d'eau, les rivières, des quartiers un peu délabrés. Et il faut attendre vraiment la toute dernière demi-heure du film pour avoir une espèce de maelstrom mecha où notre héroïne Noah va affronter un Pat Labor perfectionné qui est infecté par ce virus. Enfin, ce film est fabuleux. J'adore. Ouais. Enfin, Moi, je trouve que c'est assez incroyable comme film. C'est vraiment comme
tu te dis c'est un film qui est à la croisée des chemins, quoi, qui est à la fin d'une époque, qui a plein d'inspirations bibliques et théologiques sur le rapport à la construction et l'expansion de l'homme et à la création pure en fait qu'on peut engendrer. Et tu parlais que c'était vraiment le top qui se faisait en animation et c'est vrai que c'est ouf. Moi j'ai découvert du coup il y a pas longtemps du coup Pat Labor et enfin en termes d'animation c'est incroyable quoi. C'était vraiment les meilleurs moyens de l'époque et du coup ça en fait quelque chose d'encore très 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 joli encore aujourd'hui quoi. Et c'est assez fascinant toutes les thématiques qui sont brassées notamment dans le 1. Moi je préfère encore le 2 du coup mais le 1 est déjà un énorme tour de force je trouve. On n'est pas encore sur du cyberpunk, on n'est pas vraiment sur du cyberpunk à Non, l'état pur, mais c'est ce que j'allais dire, ouais. On est, vas-y, en fait, ça ressemble plus effectivement, même en fait les 3 Pat Labor sont quand même beaucoup plus basés sur des enquêtes, les combats de méca en soi, sont relativement secondaires. Alors dans le 1 un peu plus présent, mais finalement c'est en toile de fond. Ce qui est intéressant justement, c'est que ça t'en met plein la gueule en fait. C'est vraiment, des films, assez, réflexifs, contemplatifs aussi beaucoup. Tu parlais, de ces zones en fait abandonnées sur les rives de Tokyo où tu as des espèces d'anciennes maisons de pêcheurs qui sont délabrées et c'est des vues qui sont assez effectivement nostalgiques, tristes, quasiment tristes, hein. Euh, Il y a en plus, je trouve, une dynamique entre les personnages qui est assez cool. Là, c'est pareil, on n'a pas vraiment leur background ou quoi, mais ils sont, je sais pas exactement comment c'est possible, mais ils les ont écrits d'une manière, heu, assez, je sais pas, je dirais pas subtile, mais en tout cas, on s'accroche vite à eux. Alors qu'en fait, on va pas tellement ça switch dans les 3 pattes Labor, tu vas en parler, mais du coup, c'est pas toujours les mêmes persos qui sont mis en avant. Et bon, ce qui est aussi marquant, dans Bat Labor de manière générale, c'est, cette équipe en fait, qui sont un peu des c'est marrant parce qu'on dirait un petit peu des branquignoles, Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on dirait vraiment des branques, quoi. Ils savent ouais, pas trop ce qu'ils foutent là au début. bah, on dirait un peu tous des gamins, qui du coup, conduisent, donc les labors, ces fameux mechas. Et au final qui ont, un pouvoir énorme sur la situation, par rapport à l'ensemble des autres, unités de flics et l'ensemble, de l'armée aussi. Pour moi, c'est pareil, je les avais jamais vus, les Pat Labor, ça a été, une petite révolution, je pense notamment effectivement à la scène de fin, qui m'a, je pense, le plus marquée. Pas tellement sur le combat de méca en soi, mais vraiment sur, cette, vision industrielle, du Japon où tu as, des immenses tours, avec, des échafaudages quoi, plus ou moins, enfin, c'est-à-dire énormément de métal. C'est, ça me fait penser à pas mal d'autres films, mais finalement, dans le cinéma live, c'est quelque chose qui est relativement difficile à représenter et là, il y a une vraie force dans l'animation de Pat Labor, c'est que justement, ça peut explorer ces univers-là, qui en plus relèvent vraiment du plausible. C'est-à-dire qu'au-delà, on va dire, des thématiques, là aussi relativement transhumanistes ou sur, l'expansion effectivement, de l'humanité, technologique, tout ça, il y a aussi vraiment, cette, c'est pour ça que tu dis c'est pas totalement cyberpunk dans le sens où on est sur une forme de dystopie, mais relativement proche dans le futur, ce qui rejoint le cyberpunk, puisqu'on l'a pas dit, mais le cyberpunk, à la base, c'est quand même un genre qui est censé se passer dans un futur proche, dans la majeure partie des cas. Donc on n'est pas complètement sur une vision d'un Japon qui est éloigné de la réalité. Et c'est aussi ce qui fait la force du film, en fait. C'est ce dosage entre quelque chose d'un petit peu surnaturel et ce réalisme, où du coup, je trouve que c'est parfois difficile de doser ça justement. C'est toujours la question des limites de la science-fiction en fait. C'est à quel point tu poses un décor et une réalité qui est tangible et parfois on sort de la science-fiction parce que justement, c'est un peu moi ce qui m'est arrivé dans Megazone 23 dont on parlait dans le précédent épisode, c'est que justement parfois ça devient plus plausible, c'est-à-dire les règles qui ont été abordées dans la science-fiction ont énormément de limites et du coup tu crois plus vraiment quoi. Bah, dans Bat Labor, c'est l'inverse en fait. C'est tellement minimaliste, on va dire, sur le côté futuriste que c'est très facile de sentir la faisabilité en fait de ce récit, à quel point ça pourrait arriver. Enfin, il y a quelque chose finalement de presque plus dystopique dans le sens où on se rapproche beaucoup plus de la réalité des années 90, quoi.
Parce que ça se passe justement en 1999 en fait. Mmh. Mmh. Donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que les personnages sont pas trop présentés dans le film parce qu'on s'inscrit déjà dans la continuité des OVA et de la série télé justement qui les présentait largement, qui, commençait à provoquer toutes les interactions. Le film se voulait déjà le 1er film se voulait déjà une sorte de cerise sur le gâteau, de récompense suprême pour, toutes les personnes qui avaient fait de cette licence un succès, en OVA et à la télévision, en fait. Mmh. Mais avec des designs beaucoup plus fins, le travail sur les textures, les ombres, l'animation du méca, Ouais, puis il y a des utilisations de 3D aussi, de CG. Il y a des CG, mais je crois que c'est pas trop répandu Dans le encore à 3. l'époque. pour les plans informatiques, effectivement, sur les simulations de software. Dans le 3, c'est particulièrement bien dosé, l'utilisation de la CGI, tu as un petit peu sur la ville, sur certains décors, mais justement, là où ça peut nous sortir un peu, des animés, moi pas du tout parce que j'adore la CGI des années 90 et notamment quand c'est pas très bien fait, mais c'est vrai qu'à l'époque, ben, c'était le début, donc du coup, c'était aussi facile enfin, aujourd'hui, c'est facile pour des générations qui ont pas connu cette époque-là de sortir de ces animés en se disant: «Ah non, c'est pas possible, c'est pas j'y arrive pas quoi, Ouais. visuellement, c'est pas supportable». Là, pas du tout quoi, c'est vraiment pas le cas, si c'est utilisé, c'est vraiment par parcimonie, c'est même parfois très peu visible. Je pense au 3 notamment où on le voit, mais c'est bien fait en fait, et ça aussi, ça m'a un peu marqué où je me dis: «Mais waouh, en 89, ça me semble être un chef-d'œuvre en fait, Mmh. qui est quand même, bah, c'est connu chez les connaisseurs, mais en fait, c'est relativement peu connu, hein, pour le Bah, commun des mortels. c'est pas, ça n'a pas la Pas Ghost portée, in the ça n'a pas Shell. ouais, ou Akira, par exemple, tu Ouais, vois? exactement, ouais. Mais c'est marrant parce qu'on retrouvera toutes ces thématiques, un peu religieuses, tout ça, ces symboles, dans la trilogie de Kaiju Gamera des années 90, qui ont été écrites aussi par le même scénariste, Kazunori Ito, en fait. Donc voilà. D'accord. Donc il y a plein de liens entre la trilogie Gamera et les 2 premiers films Pat Labor. Et donc ensuite arrive Pat Labor 2. Pat Labor 2, en 93 qui lui, sera une autre claque, absolue puisque là, c'est un récit encore une fois différent, puisque on va aborder clairement, le terrorisme et les attaques internes sur le sol japonais. Chose qui est, difficilement concevable à cette époque-là. Donc en gros, il y a un pont qui est détruit par un tir de missile et donc là, ce sont les chefs de l'unité de la section 2 qui vont, mener l'enquête, donc Goto et Shinobu Nagumo. Et donc, cette attaque terroriste fait que la ville va être, mis en état de siège et donc les forces japonaises d'autodéfense vont investir, la ville en attendant éventuellement une, une prochaine attaque. Et donc, on va découvrir que la personne qui a perpétré ces attaques terroristes est intimement liée au capitaine qui gère, la division 2. Voilà, je ne veux pas aller plus loin dans le synopsis. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Pat Labor 2? C'est-à-dire que, bah, en fait, il prend, la composante, contemplative, métaphysique, du premier film, qui était partiellement là, et là, il l'applique quasiment sur, sur 1h40 Mmh. de film, pour faire des réflexions aussi diverses, sur, bah, la position du Japon, dans la géopolitique de l'époque, sur, le pouvoir, lié, donc au aux militaires, et là, en l'occurrence, c'est la police. Quel est le pouvoir qu'on leur donne? Est-ce que la paix dans laquelle le Japon vit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'est une véritable paix ou est-ce que c'est un truc illusoire? Là, on part vraiment sur un truc, sur une dimension complètement, autre qu'on pouvait voir dans le Ouais, ouais, premier parce qu'il y déjà. a et ouais, ça interroge, la stabilité internationale, l'exploitation occidentale, les choses comme ça. Enfin, le propos, il s'envole vraiment, super loin, quoi. Bah, en fait, oui, c'est vraiment une réflexion sur, la guerre froide de manière générale, notamment sur la question de la course à l'armement. En fait, Pat Labor est de manière générale une vraie réponse en fait, enfin une question pardon, autour de la course à l'armement, qui est liée à la guerre froide et qui a touché, une réponse, c'est la réponse à la course à La réponse l'armement! la réponse, faites des mechas. Voilà, faites des mécas. Et en fait, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est, bon là, on est vraiment sur un film 100 politique, hein. Ouais. Ce
qui, je trouve, est pertinent dans Pat Labor 2, c'est le fait que tout ne t'est pas donné. C'est un film, où, les enjeux sont parfois complexes, il faut vraiment être concentré pour tous les saisir et ça, je trouve ça très chouette pour un animé. C'est pas non plus, enfin, il faut se concentrer pour les saisir, pas dans le sens où c'est quelque chose de fantastique, hyper futuriste et donc du coup, tu comprends rien parce que c'est des réflexions métaphysiques. Non, c'est juste des réflexions, géopolitiques. Il faut quand même avoir quelques enjeux en tête pour le regarder, il me semble. Notamment ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire aussi qu'il y a la présence des Américains, hein, dans Pat Labor 2, qui sont en fait, des formes d'alliés, pas tout à fait nettes, hein. C'est-à-dire qu'ils sont un peu là aussi, par pur, pa enfin, par besoin notamment parce que le Ouais, Japon vend des armes aux États-Unis en masse. En fait, c'est une vraie réflexion sur le contexte de paix, qui est lié justement à la guerre froide, là, dans une période où on touche vraiment, en fait, à ce qu'on pourrait appeler la fin de la guerre froide. Il y a eu déjà, la chute du mur de Berlin. En fait, on est dans une réflexion autour de, la paix. Est-ce que c'est vraiment la paix? C'est-à-dire, jusqu'à quel point est-ce qu'on est en tension permanente et jusqu'à quel point les forces de l'ordre, la police sont en tension permanente et en fait l'incident, enfin ce dont tu parlais tout à l'heure est un incident monté justement pour démontrer ça, c'est-à-dire pour démontrer à quel point la paix est en fait une illusion de paix, mais n'est pas si éloignée d'un contexte de guerre et à quel point en fait, d'un point de vue géopolitique au niveau international, les années 90 c'est la guerre en permanence, c'est juste que nous, dans nos systèmes occidentaux, on ne la voit plus parce qu'elle est décentrée et Pat Labor 2, ça parle aussi de la guerre dans d'autres territoires, notamment d'Afrique, il me semble et en fait, ça montre aussi à quel point toutes les forces de l'ordre sont engagées et à quel point la population est complètement déconnectée de cette réalité-là, qui est un contexte de guerre froide permanente et c'est une vraie réflexion sur le fait qu'en fait, on n'est jamais vraiment sorti, de la guerre froide, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, hein. Et là-dessus, je trouve que c'est un film qui est assez fort. Encore une fois, je pars quand même un petit peu du principe que si on n'a pas, de base ou en tout cas si on s'intéresse pas vraiment à la géopolitique, c'est un film qui est relativement compliqué quand même. Enfin ouais, après bien sûr. il est tellement beau que, notamment, enfin moi je vois des scènes, avec de la neige qui tombe et tout, je me dis: «Ah c'est incroyable, ces plans sont magnifiques». Donc il est tellement beau qu'il reste contemplatif. Mais pour quelqu'un, bah, j'ai par exemple toi tu l'as vu gamin, je me dis: «Ah bah tu peux rien biter quoi, c'est pas possible». Enfin Non, non, tu restes abasourdi par la beauté du film, mais tu reviens fatalement au premier qui est beaucoup plus divertissant et qui est dans une SF beaucoup plus, accessible. Là, c'est vrai qu'on part sur des considérations, politiques, philosophiques, qui échappent et au premier abord, on ne voit pas forcément le rapport entre la scène d'ouverture, qui est une mission qui échoue dans un pays, extra-japonais et la suite. Et en fait, c'est après qu'on va découvrir la signification de cette scène d'ouverture. Mais c'est vrai que quand on voit ça, quand on est gamin, le réflexe, c'est d'aller sur le film suivant de Mamoru Oshii, qui est Ghost in the Shell, et pas forcément de rester sur Pat Labor 2, même si on est quand même saisi par la beauté absolue de l'œuvre, en fait. Ce qui est marquant aussi, c'est que ça parle, enfin, il y a une scène, enfin, moi, c'est la scène qui, je pense, m'a le plus marquée dans Pat Labor 2, d'une, forme d'attaque chimique qui, en final, n'en est pas une, mais bon, je vais pas spoiler, mais il y a en tout cas l'idée d'une attaque chimique qui est, une peur très répandue dans les années 90, dans les années 2000 aussi, hein. Je vous rappelle 24 heures chrono, tout ça, hein, la guerre chimique, c'est quelque chose, qui nous hantait un petit peu à l'époque. On n'est plus du tout dans le boom boom nucléaire, on est sur des formes de terrorisme qui sont, plus insidieux et en fait, ce qui est ouf, c'est que, quelques années après, Tokyo, dans le métro est touché par une attaque chimique et cette scène, je la trouve particulièrement forte parce que bon, c'est pas de l'anticipation, hein, faut pas déconner non plus, mais, ça rappelle cet épisode tragique, en fait. Ouais, c'est l'attaque, au gaz sarin, Mmh. par la secte Aoun. Affect, ouais, En 95, ouais. Mais aussi, c'est un film aussi sur la fin de l'innocence, hein, ah clairement, hein, oui. puisque tous nos personnages ont grandi, même Noah, elle a grandi de 3 ans et elle regarde même son propre labor avec un regard plus adulte, pas forcément distancié, mais peut-être un peu plus nostalgique. Et on sent que la décennie perdue, elle est déjà bien entamée, hein. On sent que ce qui pouvait encore avoir un peu de fun dans le premier film, peut-être de 89, là, c'est plus du tout là. C'est plus du tout là. Rien qu'à l'ambiance musicale, on le perçoit aussi, quoi. Puis, il y a Ah cette, oui, il y a on ce a tu t'as pas parlé de la musique, mais elle est absolument ah bah, splendide, hein. Kenji Kawai, là, il est parti de son côté, un peu divertissant du premier film pour aller là dans ce truc complètement,
planant, éthéré. Très planant, ouais. C'est Ouais, une musique qui est extrêmement subtile, qui diffère en fait beaucoup de tout ce dont on a parlé jusqu'ici et de ce dont ouais, on parlera après. On est vraiment sur une musique, filmique, enfin cinématographique qui se rapproche beaucoup plus du grand cinéma, live sur le coup que de l'animé. mmh, Bon, on pense évidemment, aussi à la musique de Ghost in the Shell, mais sur le coup, pour moi, on est dans quelque chose de plus sombre et de plus, ouais, minimaliste aussi dans l'approche, détaillé, ouais. de concret, en fait. Ça ressemble parfois à des musiques concrètes, enfin, il y a quelque chose d'assez brutal, enfin, pour moi, le 2 c'est une énorme claque. Je pense que c'est un chef-d'œuvre, absolu, de l'animation, mais pas seulement, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que le cinéma, live n'a jamais aussi bien réalisé un thriller futuriste que ça. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que je me dis un D'accord. thriller politique, pardon. Ouais, Futuriste, enfin futuriste, mais en même temps, oui. relativement proche. Mais, pour moi, c'est un thriller politique, qui est bien au-delà de la plupart des thrillers politiques que j'ai vus dans ma vie, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il faudra attendre Shin Godzilla pour revoir un film, où l'aspect politique va être aussi mis en avant. Mais même Shin Godzilla a beaucoup plus d'ironie et de second degré que Ah, c'est Pat plus Labor. fun quand même, Ouais, c'est voilà, plus fun. que Pat Labor qui est dans un état de tension et de suspension, permanente, en fait. Oui, puis Shin Godzilla, il y a quand même l'idée aussi, moi j'ai adoré et c'est effectivement très politique, si je pense aussi quand même au film Virus, le film, japonais-américain, mais on est sur un autre type de catastrophe, dans le sens où là c'est des zombies, mais il y a quand même un petit peu cette idée de on décentre le point de vue pour aller plus du côté d'un point de vue politique, bon, mais c'est vrai que c'est relativement rare en fait et dans Shin Godzilla, il y a aussi le fait que ce soit un monstre et du coup ça déporte forcément aussi, notre vision dans le sens où c'est beaucoup moins probable. Oui, oui, bien sûr. Là, il y a quelque chose qui est tellement proche de nous en fait, Ouais, c'est ça. et surtout il faut s'imaginer, le début des années 90 en fait, c'est, la peur des attaques nucléaires, du terrorisme, c'est des choses qui sont très prégnantes en fait dans les années 90, même chez nous en France, hein. Oui, puis aussi on a été nourri par ces images, de ce qui se passait au Koweït avec les frappes chirurgicales, Oui. les visions infrarouges avec les missiles qui étaient tirés. On voit presque ça dans Pat Labor 2, hein. Oui, complètement, ouais. Ouais, ouais. Non, mais chef-d'œuvre, s'il ne fallait en voir qu'un, ce serait pas de la Borde. Je pense, hein. S'il ne fallait ne voir qu'un film dans votre vie, ce serait pas de la Ah Borde. oui, 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 oui. C'est un des plus beaux films, qu'ait commis l'humanité. Ouais. Ah ouais, ouais, vraiment, ouais. Claque. Et du coup, Pat Labor 3, Ouais, alors Pat Labor parce que 3 moi, j'ai pas vu qui personnellement, du coup. J'ai pas eu Pat l'occasion. Labor Pat Labor 3 qui n'est pas un film de Mamoru Oshii qui, à l'époque, lui, était parti vers, d'autres histoires. En plus, je crois qu'à l'époque, donc là, on est en 2001-2002, Mamoru Oshii, tournait ou finissait, Avalon et donc ce sont 2 autres cinéastes, donc Takuji Endo et Fumiko, Takayama, qui se chargent de réaliser ce film-là, mais qui n'est pas une suite à Pat Labor 2. En fait, c'est une histoire qui se passe entre le 1 et le 2. C'est une side story, qui va revenir là pour le coup sur le film d'enquête pure. Bon bah là, grosso modo le pitch va être très court. En fait, il y a des choses bizarres, qui se passent dans la baie de Tokyo et des disparitions, un petit peu étranges et donc du coup, on a 2 policiers qui sont hors de la section, de la division 2, 2 policiers, 2 détectives qui vont justement enquêter sur, ces disparitions étranges et justement sur des labors qui ont été endommagés. Voilà, et je vais laisser, Camille, parler de la suite. Oui, parce que je vais jouer la carte du paradoxe, mais entre les 3, même si je pars du principe que objectivement, Pat Labor 2 est le meilleur film, je suis sensiblement beaucoup plus attirée par le 3, pour une raison très simple, c'est que, du coup, c'est un film monstrueux, où il y a vraiment l'apparition de monstres, sur le coup, des monstres, biologiques, hein, mais qui fi le monstre en question finit à la fin par revêtir une armure de Labor et c'est quand même assez fantastique parce qu'encore une fois, je suis très attirée par le bioméca. Je trouve que le design de la créature est absolument fantastique. C'est une créature, semi-marine, vraiment, ça me c c'est une créature extrêmement dark qui me fait penser à plusieurs jeux vidéo japonais d'ailleurs, mais sur le coup, je la trouve dingue. Hem
ce qui m'a beaucoup marqué, dans le 3, c'est, l'empathie qu'on peut avoir pour la bête en question et donc pour le monstre qui me fait pas mal penser justement à des kaijus et on parlait de Shin Godzilla et ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire il y a une mise à mort finale qui est très longue et qui est absolument atroce en fait, où tu finis par vraiment ressentir de la peine, pour la bête. La bête, on va pas spoiler, mais en gros, c'est une expérience, scientifique, qui a plus ou moins mal tourné. Enfin, en fait, le scénario, il est relativement classique, hein, il casse pas des culs, hein, c'est quelque chose de très basique, on le comprend très facilement, finalement, au fur et à mesure du récit, on anticipe, on sait à peu près ce qui va se passer. Hem, Pas trop de surprises à ce niveau-là, mais ce qui est vraiment surprenant pour moi, c'est la mise en scène. Les combats, les attaques de la bête sont formidablement orchestrés. Vraiment, il y a des combats, qui se passent dans des zones sombres, c'est toujours très compliqué de représenter ça à l'écran. La menace, enfin représenter le fait qu'il y ait une scène effectivement de combat dans une espèce de zone industrielle, hyper dark, enfin il y a des jeux de lumière assez ouf. Enfin bon bref, je passe un peu là-dessus, mais pour moi c'est pour ça, c'est très, très beau et vraiment voilà, j'ai été marquée par, ce sentiment où à la fin tu finis par être triste. Moi j'ai chialé en fait, devant la mise à mort de cette bête. Comme j'ai chialé devant, Shin Godzilla pour exactement les mêmes raisons, où pour moi il y a une forme de alors j'allais pas dire de représentation du gigantisme parce qu'elle est pas si géante que ça la bête, mais ça reste quand même un espèce d'énorme monstre, qui a une forme d'humanité, en tout cas de sensibilité, et de oui, enfin qui a une volonté propre quoi, qui a une conscience. Donc on sort pour moi de représentations un peu basiques de la menace, monstrueuse qu'on peut en avoir dans beaucoup de films d'action, voilà, on est sur un grand film de monstres, en fait. Moi, j'ai pas tant d'autres choses à dire sur Pet Labor 3 dans le sens où je pense pas que ce soit au niveau, encore une fois, scénaristique incroyable. J'ai quand même une grosse affection aussi pour l'esthétique, on est dans un Tokyo qui est constamment sous la flotte, enfin, il y a quelque chose d'assez humide en permanence, c'est-à-dire qu'entre la représentation du monstre marin, entre la représentation des ports aussi, il y a beaucoup de ports de pêche, enfin, la pluie qui tombe, il y a quelque chose d'assez, gluant en permanence, d'un peu, d'une espèce de lourdeur humide, qui est assez bien représentée. Ça m'a beaucoup marqué. Après j'avoue que oui, c'est pas un film sur lequel on va pouvoir parler éminent dans le sens où scénaristiquement, il aborde pas non plus des questions qui sont, fondamentalement compliquées. Non, mais c'est vrai que c'est un film qui, vit malheureusement dans l'ombre du 2 et on a souvent tendance à dire qu'il est moins bien parce que c'est pas Mamoru Oshii qui l'a réalisé, mais en fait, non, c'est encore une fois une proposition, différente qui pour le coup adapte, des chapitres du manga en plus, du manga Patlabor, en fait. Et ce qui je trouve est passionnant avec ce film, c'est qu'on revient à des thématiques très 90s, voire même fin des années 80, notamment de tout ce qui est, de l'ordre de la des biotechnologies, des manipulations génétiques, qui ont fait une espèce de cousin thématique de Godzilla contre Biollante, où il y a un rapport entre la maternité et la question de la création de monstres. Le design du monstre, il est assez fascinant parce que quand on regarde, The Host de Bong Joon-ho qui va être fait Ouais, 5 ans plus tard, ouais. moi je me suis toujours demandé si Bong Joon-ho, s'était pas inspiré de cette créature-là, parce que c'est Bah, ça fait exactement c'est ouais, la même. Et puis le scénario reste aussi assez présent quand il se passe des choses dans la baie de Séoul. Enfin, je trouve que il y a quelque Ouais, chose. ouais, mais ouais. Bah, c'est une espèce de créature marine abyssale, enfin, il y a c'est quelque ça. chose de presque un peu, Ouais. Lovecraftien aussi, dans la façon de la représenter. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, elle est, cette créature-là, elle est très marquante, c'est sûr, Voilà. ouais, c'est sûr. Et encore une fois, la musique de Kenji Kawai, Fantastique, qui va dans sur le quelque chose 3. de ouais, ouais, qui va encore dans quelque chose de plus expérimental, qui côtoie ce qu'il faisait exactement à la même période sur le film Darkwater. Écoute Mmh. la BO de Darkwater, la BO de Pat Labor 3, c'est fou de voir à quel point les 2 scores se rejoignent. D'ailleurs, dans le DVD, on peut voir, les sessions d'enregistrement et d'utiliser différents objets, différents instruments pour créer ces ambiances-là. C'est un film moi, j'aimerais tellement les revoir au cinéma, ces 3 films-là, pour Mais me oui, prendre, clairement. ce choc en pleine tête et c'est vrai que dans Pat Labor 3, il y a encore ce côté contemplatif, ce côté comme ça, suspendu dans le temps, mais sous Mmh. un Tokyo, effectivement complètement humide, pluvieux et ultra texturé. Moi, j'adore Pat Labor 3. Enfin, j'adore les 3 films, de toute façon.
Bah, voilà pour Pat Labor du coup qui est, bon, bah, voilà, on n'a pas tari d'éloges, sur la licence. Franchement, hésitez pas, comme on a dit, le 2, mais regardez aussi, moi je me rattraperai le 3 un jour à l'occasion. Ça, y a pas de souci, mais regardez aussi le 1, enfin c'est vraiment incroyable. Et maintenant, du coup, on va enchaîner sur deux autres petites. On va finir tranquillement sur deux autres petits animés. Donc, on va commencer par Cyber City Oedo 808. C'est une mini-série du coup de 3 OAV, c'est ça, qui est réalisée par Yoshiaki Kawajiri, du coup, sorti en 90. Et du coup, Kawajiri, il a déjà fait Wicked City et Ninja Scroll en 93 et Vampire Hunter D en 2000. Voilà. Ce qui est Donc, saisissant avec Kawajiri, c'est que c'est un disciple d'Osamu Tezuka, en fait, hein. C'est quelqu'un qui est c'est un disciple d'Osamu Tezuka. Il a été formé à Mushi Productions, qui était la société d'Osamu Tezuka. Et en fait, ensuite, ils ont confondé le fameux studio Madhouse ça. sur les ruines de Mushi Productions, en fait. Peut-être, avant d'enchaîner sur, Cyber City Oedo 808, pour les gens qui cherchent les animés dont on parle, parce que c'est vrai qu'on on en parle sans dire où les trouver. Pat Labor, sur le coup, les films sont relativement disponibles, hein. C'est plutôt facile de les trouver, notamment en DVD. Même, ah non, moi je les ai trouvés pour pas cher, Fabien, hein. Je les ai trouvés, sur, Vinted, sur mais ils y sont, hein, c'est pas Ouais, ouais. forcément les meilleurs, formats, mais tu les trouves, hein. Ouais, voilà, c'est juste les éditions effectivement pâtées, manga, vidéo qui sont pas chères. Après, si on commence à chercher les Blu-ray de chez Oui, non, Kazé, mais ça, là, ça ça peut. dépend aussi des gens. Mais si vous n'êtes Voilà, pas voilà. forcément dans la recherche d'éditions particulièrement fancy, il y a des DVD qui sont sortis dans les années 2000 qui vont très bien et vous pourrez trouver les films facilement. Pour ce qui est des autres animés, Megazone 23, Bubblegum Crisis, Adepolis, si vous parlez anglais, si vous savez lire l'anglais, il y a quand même beaucoup de versions en ligne sur YouTube, hein, qui sont parfois en très bonne qualité. Donc, n'hésitez pas aussi. En fait, il y a beaucoup d'animés qui sont de cette époque-là qui sont aujourd'hui intégralement sur YouTube. C'est vrai que du coup, rarement sous-titrés français. Parfois, on les trouve. Il vaut mieux être à l'aise en anglais dans tous les cas, quoi. Le studio Madhouse, ouais, du coup, qui est à l'origine de Cyber City OEdo 808, il a été créé en 1972 et en fait, c'est à la suite de Michi Productions, ce que tu avais dit tout à l'heure, Fabien, voilà. Et du coup, ça s'est imposé très rapidement comme un acteur majeur de l'industrie de l'animation au Japon parce ils ont bossé sur un nombre fou d'œuvres. Euh, Notamment du coup de tout, hein, film, OVA, court-métrage, animé plus classique. Et par exemple, ils ont bossé sur les films de Satoshi Kon comme Paprika, Perfect Blue, Millennium Actress. Ils ont fait aussi l'adaptation du manga en sérisation du coup de Death Note, de Oba et Obata. Ils ont bossé avec du coup sur des réalisateurs plus récents comme Mamoru Soda avec La Traversée du Temps et Summer Wars. Et du coup, là, sur ce qu'on en a pu voir, du coup, ça va être Cyber City Oedo. Et un truc aussi, Goku, c'est ça. Ah oui. Oui, alors, Kawajiri qui est donc, un réalisateur très connu, hein, notamment, pour avoir fait un petit peu dans la même veine, Wicked City, dont on va pas parler, mais qui est quand même enfin, c'est quand même intéressant de le voir dans le sens où pour moi l'animation est moins aboutie, il sort en 87, hein, mais sur le coup, c'est vraiment on est dans du cyberpunk, gore, dark, horrifique. Ça ça lie beaucoup de thématiques que j'apprécie beaucoup. Et effectivement, il a aussi fait quelques années avant Cyber City Oedo 808, Goku Midnight High qui a été adapté en manga. Donc Non, c'est pas l'inverse. oui, c'est l'inverse, pardon, c'est Goku Midnight High ou qui a été adapté en Midnight High Goku Ouais, en ouais, ouais. OVA. Donc sur le coup, Kawajiri, tu sens qu'il a peut-être un peu moins de liberté scénaristique. Pour moi, enfin, ça peut valoir le coup de le regarder parce que, ça reste un bon thriller, d'action, qui est bien dans son jus, des années 80 avec un espèce de personnage principal qui est connecté à tous les ordinateurs du monde, donc il fait un peu le café, qui se bat contre des criminels. C'est un espèce d'enquêteur privé en fait, hein, plus ou moins tueur à gages, qui me fait un peu penser
à sur le coup, Golgo 13 aussi, dans sa manière d'être, un espèce de personnage un peu dark, en costard, ouvert, libidineux, enfin voilà quoi. Il y a Fabien qui imite Golgo 13 et son air flegmatique dans en visio, c'est parfait. J'en parlais, mais parce qu'effectivement, c'est un petit peu dans la même lignée. Après, moi, je suis vraiment pas fan de, Goku Midnight Eye dans le sens où je trouve que c'est, notamment, un animé qui est trop dans son jus, dans le sens où il traite extrêmement mal ses personnages féminins. Il y a énormément de scènes d'abus et de violences, notamment sexuelles, qui pour moi sont pas toujours justifiées. Après, il y a quand même quelques aspects futuristes, dans Goku Midnight Eye qui pour moi, précèdent Cyber City et Edo 808 et qui donnent un petit peu le ton, donc ça reste intéressant de les voir les uns à la suite, des autres, quoi. Ouais, faut pas oublier que Goku Night Eye, à la base, c'est un manga de Bushi Terasawa, qui est le créateur de Cobra. D'où ce côté personnage un petit peu optimisé, et puis bon, le rapport un peu fétichiste, abusé vis-à-vis C'est des ça, femmes. c'est un gros mascu en fait, qui se bat contre des méchants. Enfin, c'est vraiment, le Ouais. le plot, c'est ça, quoi. Ça va pas tellement plus loin, Ouais, c'est moins mon truc, ça, hein, c'est moins mon truc. Non, moi non plus, je suis pas. Mais pour moi, il y a quand même quelques créatures, enfin, il y a quand même quelques trucs dans Goku Midnight Eye qui sont plus ou moins intéressantes à voir. Enfin, c'est plus pour les gens qui auraient envie de creuser, ça reste sympathique. Il y en a trois et ils sont très vite, enfin, tu les regardes très vite, hein. Ce qu'il faut voir de Kawajiri, c'est le segment qu'il a réalisé pour Mani Mani, donc le film omnibus co-réalisé par Katsuhiro Otomo et Rintaro. Et Kawajiri a fait ce segment qui s'appelait The Running Man, enfin le coureur, où on a Ouais. cette séquence de circuits futuristes, de courses de voitures du futur, qui est complètement folle, où Kawajiri invente carrément le principe de ghost dans les courses. On reverra dans Mario Kart, dans F-Zero, dans Wipeout et tout ça, et que les Wachowski reprendront quasiment Ah identique ouais. dans Speed Racer. Du coup, on va revenir sur Cyber City. Du coup, ouais, du coup, on suit trois cybercriminels, Sengoku, Gogul et Benten, qui du coup vont se voir proposer un deal de, on va dire, alléger leur peine si ils participent à des missions plus ou moins voilà, dangereuses pour pouvoir. New York 1997, quoi. Oui, c'est ça. On est vraiment sur des thèmes. Alors là, sur le coup, c'est pareil, hein, on va suivre la cyberpolice, si ce n'est que là, la cyberpolice, elle, elle est vénère, hein, elle est beaucoup. Ah, ils sont- C'est un peu Suicide Squad. ah ouais, ouais, Ça ressemble aussi un petit peu à Escape from New York sur la thématique. Enfin, en gros, ils vont chercher des cybercriminels qui sont. Ouais, je vais en parler. Il y a des cybercriminels qui sont multi-condamnés, c'est-à-dire ils ont genre 300 ans de peine à purger. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en à gros, l'américaine. plus ils tuent, enfin plus ils arrivent à remplir des missions pour tuer d'autres cybercriminels, plus leur peine est allégée. Et en fait, ils ont un espèce de collier connecté par. En fait, c'est la police, enfin c'est le chef de la police qui les contrôle et toutes les 2 minutes, il lui dit Gogol, tu as exactement 2 heures pour tuer le cybercriminel, pardon, sinon je t'explose la gueule. Voilà. Donc c'est à coup de gros bras en fait tout du long. Et pourtant, malgré cette thématique gros bras, et c'est un petit peu pour ça que je faisais le parallèle avec Goku Midnight Eye, pour moi, ça reste un des meilleurs animés de cette période-là, notamment esthétiquement. C'est vraiment le. Excusez-moi, c'est vraiment esthétiquement irréprochable en fait, même au niveau de l'animation, c'est très très beau. C'est des Pour un OVA, peu. ça. De Ça- quoi? Là, on revient sur les OVA. Ça, c'est vraiment des OVA. Oui, oui. C'est plus des films de cinéma. Ouais, ouais. Donc il y en a 3 hein, des OVA et à chaque fois, en fait, sur chaque épisode, on va suivre un des personnages, donc un des cybercriminels, donc Sengoku, qui est un peu, ils ont chacun une personnalité qui est un petit peu le rigolo, rebelle de la bande, qui a évidemment un imperméable rouge, bien sûr. Voilà, qui a un peu grande gueule, qui fait des punchlines débiles du genre, hey,
À un moment donné, dans sa mission, il y a une prise d'otage dans un immense building. Oui, parce que les buildings, on n'en a pas parlé, mais plus ils sont grands, mieux c'est, hein, dans les animés de cette époque. Donc là, tu as un building qui vraiment, il dépasse les lois de la gravité, tu sais pas comment il tient. Et dans le troisième Skyscraper. épisode, tu as même un building qui se finit par un ascenseur qui va dans l'espace rejoindre une station en orbite, quoi. Enfin, donc du coup, plus c'est haut, mieux c'est à cette époque. Donc Sengoku, qui est donc vraiment le petit rebelle insupportable. À un moment donné, il y a une prise d'otage dans ce fameux building et il appelle, visiblement sa copine qui est prise en otage. Il s'inquiète pas trop, hein, ça reste un mec, tu vois, qui est un peu au-dessus de tout et il l'appelle et lui dit: «Ouais alors, comment ça va, dans le building?» «Bon bah, on est pris en otage, c'est compliqué» et il répond: «Ah ben, j'espère que personne n'a la diarrhée, et puis il raccroche. Voilà. Et il dit à son pote: «Ouais, c'était pour bien leur signifier qu'ils sont dans la merde», voilà. Donc on est un peu sur ce registre, grande gueule, Oh, un t'as peu vu la de VF, toi? One-liner. ouais, c'est ça exactement, de punchline un peu à la con. Le deuxième épisode donc suit Gogol ou Google ou Goggles, Gogol, goggles, 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 Gogol, goggles. Goggles, qui est, lui, une force un petit peu tranquille, mais qui pareil est relativement je m'en foutiste, un petit peu plus évolué de Sengoku sur le coup et un petit peu plus sensible aussi, qui est clairement Fabien, dis-nous-le. Bah, en fait, quand vous voyez goggles, en fait, vous voyez, Bebop, le phacochère, mutant de Tortue Bah, nous on Ninja? voit, ouais. Voilà, ben, en fait, ce serait la version humaine, pré-mutation de Bebop, mais qui aurait la classe. Voilà. C'est-à-dire Il que a c'est la classe, pareil, il a du charisme. il a du charisme Il a et il un a le co énorme il a une crête iroquois rouge, il a des énormes muscles et il a surtout, moi, il a des lunettes de soleil incroyables qui c'est ressemblent ça. effectivement à celles de Bebop et il a surtout ce top, parce que Mmh. c'est très homo-érotique, hein, Ouais, ouais, vraiment ouais. 100. Vraiment. Il a ce top moulant avec un trou juste au niveau de ses abdos pour bien qu'on voit qu'il en a, tu vois? J'adore. Tu veux dire un truc sur Googles? Non, je suis pas sur Goggles, justement, non, moi je voulais juste, parler d'un truc plus tard, mais vas-y OK. continue. Et donc, Ben 10, le dernier personnage de la saga, qui est peut-être mon préféré sur le coup, qui est beaucoup plus classe, qui a un look, alors franchement, mais moi j'ai envie de m'habiller comme Ben 10. C'est un personnage qui est clairement androgyne, voire transgenre, c'est pas vraiment signifié, mais bon, il faut comprendre qu'à l'époque et même après dans l'animation japonaise et dans le manga, ça se fait beaucoup. Voilà comment combler vos petites frustrations les japonais. C'est un héritage, de toute façon, du théâtre aussi. C'est un héritage du théâtre, ouais, tout Mmh. à fait. Alors Ben 10, qui sur le coup, est un peu l'intelligent de la bande, quoi. Ouais, c'est On ça. va résumer comme ça. Donc ils ont chacun une mission différente, donc on suit, un personnage différent à chaque fois et la police leur donne une arme. Chacun a une arme différente. Ben 10, clairement se bat avec, une espèce de laser qui sort de ses ongles manucurés rouges. C'est absolument incroyable. Pour ce qui est des thématiques abordées, il faut comprendre que là, le Japon est vraiment représenté comme étant resté hégémonique sur le plan de la technologie et de l'économie, hein. La cybercriminalité, y est vraiment endémique. Elle est constitutive en fait d'un système capitaliste qui est complètement corrompu jusque dans la police et dans l'armée. Tout le monde est corrompu, dans ce c'est vraiment pas un animé, joyeux, hein. Et en fait, on a un peu la même recette que dans Bubblegum et dans Pat Labor, c'est-à-dire qu'on va toujours suivre des flics, comme je le disais, qui luttent contre la menace, sauf que cette fois-ci, effectivement, les flics sont un peu des gros méchants et les héros sont aussi complètement antipathiques. C'est une série, qui pour moi même alors je parlais de l'esthétique qui est très aboutie, mais en fait, surtout en matière de cyberpunk, c'est particulièrement chiadé parce qu'on a énormément de détails. C'est très, très détaillé, Cyber City ou Edo 808 et c'est un exemple effectivement plus extrême du cyberpunk de l'époque, c'est-à-dire qu'effectivement, on est bien dans les années 90. C'est super nihiliste, vraiment, tout est crade, destroy dans les rues de Tokyo. On s'écarte vraiment de la pop culture de l'époque pour entrer dans une vision qui est beaucoup plus sombre et plus violente. En fait, on entre clairement, vers, les années 90 et leur penchant pour une science-fiction dont je parlais dans l'épisode d'avant, qui est beaucoup plus dark, avec des designs et des couleurs et des lumières qui sont toujours inhospitalières. On appelle ça aussi parfois, tech noir, comme genre, hein. En fait, on a vraiment quitté, les années 80 et leur côté mignon, pour entrer dans ce qui est la pure crise et pas simplement du coup la crise du du chewing-gum.
Kawajiri, il a une esthétique qui est particulièrement reconnaissable. Là, notamment, on peut croiser un petit peu l'esthétique de Cyber City Oedo 808 avec Wicked City, pour les personnes qui ont vu Wicked City, dans le sens où on va utiliser beaucoup, beaucoup de bleus qui sont très profonds, très, très sombres. Et on est majoritairement en fait plongé dans la ville de nuit. La ville est quasiment toujours représentée la nuit, hein, dans Cyber City Oedo. Et Kawajiri va contraster avec des lumières qui sont flash, c'est-à-dire des lumières blanches, des flashs de lumière qui sont aussi liés à l'utilisation des armes. Toujours sur les combats, il utilise des plans très saccadés en fait pour justement bien montrer les armes et leur utilisation. Ça me fait penser notamment, là, je reviens sur Midnight Eye Goku, mais il y a quand même le premier épisode de Midnight Eye Goku, il y a quand même une scène de combat contre une meuf moto qui court comme un jaguar. Comme ça veut rien dire, mais je peux vous assurer que c'est incroyable. Et c'est pareil, il y a un peu ces espèces de plans saccadés, de gros plans sur les armes, de ralenti, qui font aussi penser à, en fait, qui font partie de l'identité de mise en scène de Kawajiri. Euh, et comme dans tout genre cyberpunk, comme je vous disais, il y a vraiment une obsession pour la représentation de la ville, le côté industrieux, le côté gratte-ciel qui vont toujours plus haut. Enfin, voilà. Euh, on, pour moi, on retrouve aussi un petit peu comme dans Goku Midnight Eye, peut-être dans une moindre mesure, mais l'esprit en fait de la SF et des films d'action des années 80, 90, parce qu'effectivement, on a un peu cette bande de mecs masculins hyper badass qui ont toujours plus de blessures de guerre et qui finissent toujours par s'en sortir, tu sais pas comment, et qui justement te sortent des punchlines violentes à la gueule toutes les 2 minutes. Pour ça, c'est relativement clichouille, mais c'est aussi plutôt agréable. En fait, je me perds un petit peu, excusez-moi, parce qu'on est fatigué. C'est depuis 4 heures qu'on enregistre le podcast. Euh, et en fait, ce qui caractérise aussi Kawajiri, c'est un peu ce cinéma quand même relativement dépressif, même si après il s'en écarte un petit peu, mais dans cette époque-là, effectivement, il a une façon de représenter le Japon futuriste qui est juste absolument dégueulasse, quoi. Enfin, tout est dark et sans espoir. C'est le cas dans cette OVA-là. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que l'horreur, elle est quand même plus présente qu'ailleurs. Justement, dans Wicked City, j'en parlais, mais il y a vraiment un côté gore, glauque et d'inspiration gothique. Et ce qui m'intéresse dans Cyber City Oedo 808, c'est que notamment dans le dernier épisode, dans l'épisode 3, il y a une vraie inspiration gothique avec, là encore, on en parlait dans l'épisode d'avant, des vampires. Alors, notamment, j'aimerais noter le vampire qui est juste absolument cheaté en fait. Enfin, je maintiens que je comprends même pas comment Ben 10 s'en sort en fait. Il y a, il y a un moment où quand j'arrive face à cet antagoniste, j'ai dit bah c'est terminé. Mais oui, en fait, Genre, il y a une montée des antagonistes qui sont de plus en plus dangereux au cours de la série. Et alors, sur le dernier OVA, c'est le summum, quoi. Enfin, le mec, il se fait expulser par Benten dans l'espace. Du coup, il se désintègre, il explose à cause de la pression. Et il arrive quand même à se reformer parce que c'est un vampire éternel. Donc, ta gueule, en fait. Oui, il y a un petit côté quand même comme ça, même dans le 2. Le 1, là-dessus, il est un petit peu plus réaliste. Dans le 1, il y a une espèce de créature que moi j'adore qui est câblée, en fait, c'est un espèce d'ordinateur qui contrôle un squelette humain, un corps humain qui est câblé de partout, et je trouve que cette créature est assez fantastique. L'antagoniste en soi, c'est pas le plus flippant, quoi, tandis que dans le 2, on est sur un méca qui est en gros un méca de l'armée. Alors vraiment, l'armée et la police, c'est pas des enfants de cœur, c'est-à-dire que l'armée se dit, on a un super méca, on a très très envie de le tester pour voir s'il peut casser des culs. Ah tiens, si on envoyait Gogul là se battre contre lui parce que c'est un super cybercriminel pour voir qui c'est qui meurt en premier. Bon, évidemment, Gogul il gagne, mais c'est pareil, il se fait tellement marrage. À un moment il se fait donné dans ouvrir. Hein. l'épisode, je me disais, mais attends, il se fait tellement marrage. Moi, je pensais vraiment qu'il allait mourir à un moment Non, donné. il Il meurt se fait pas. ouvrir, hein, surtout qu'il est à ça de voir son truc Mais ils sont exploser toujours aussi. à ça de canner, quoi. T'es en mode, c'est pas possible. Et dans le 3, effectivement, il y a ce côté, comme tu dis, complètement cheaté. Mais bon, moi, je trouve qu'il y a ça. En fait, c'est aussi ce côté un peu surréaliste de Kawajiri qui là le transpose dans un univers cyberpunk, mais ça fonctionne. Ouais, parce que dans le 3, il y a quand même des cyber-smilodons. Hein. Oui, Ah ouais, on aime beaucoup les cyberspinodons. ouais. Des espèces de jaguars, de jaguars Voilà. mécanisés. Ah ouais, non, j'adore.
C'est-à-dire que le vampire, il est gardé par des jaguars, des cyber-jaguars qui dorment dans des cercueils, quoi. En gros, alors, imagine, tu as Et puis ton chat qui est dupé, enfin, qui est dopé par des cyber-implants. On te lâche des chats. son palais, c'est genre dans l'espace, C'est en ça. station orbitale avec des énormes baies vitrées Oui. gothiques. C'est genre n'importe quoi. Non mais il y Ah, a mais ce côté. c'est beau, c'est sublime. Mais oui, voilà, moi c'est ça que j'adore parce que je trouve que, en fait, pour moi, ça résonne un petit peu avec Adepolis sur certaines thématiques, sur le coup et sur le côté un peu plus dark aussi. C'est la même année, hein. Mais dans Cyber City Uedo, il y a un côté fantastique, comme tu dis, qui est cheaté, mais que je trouve assez formidable. C'est-à-dire que c'est un peu dans le toujours plus, quoi. Bien sûr. Tu le sens dans les Ouais, persos parce qu'ils sont toujours plus badass, tu le sens dans les méchants parce qu'ils sont toujours plus cheatés, tu le sens dans les scènes de combat. Enfin, en fait, ça va toujours plus loin. À un moment et donné, il fallait que ça s'arrête aux 3 parce que sinon, je sais pas ce qu'ils auraient fait. ouais, mais plus on avance dans ces 3 OVA et plus il y a une sorte de mélancolie qui arrive, autour des personnages. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notamment, Goggles et Ben 10, ils perdent leur romance. Enfin ils perdent la personne avec qui ils entrent en interaction plus ou moins, romantique ou amoureuse et je trouve ça assez beau, quoi. Il y a cette Mais scène dans ça l'ascenseur spatial dans le 3 ouais, à la fin là, c'est qui sera réutilisé dans de nombreux gifs et dans de nombreux clips ouais. de synthwave et tout ça. Hem, et on va là-dedans quand même dans une forme de lyrisme, hein, je trouve. Mais il y a ouais, mais après moi, je suis pas ce que j'aime effectivement, ça va plus être le côté, gothique allié du Ouais. cyberpunk, le côté gothique va avec le la romance en fait, Bien c'est sûr, bien c'est sûr, bien sûr. dans Wicked City, il y a ça aussi. Moi je serais un peu plus nuancée quand même là-dessus, où pour moi, les personnages féminins de Kawajiri, ils sont là justement, pour être, des espèces de personnages, romantiques inaccessibles qui finissent par crever. Il faut comprendre que dans Kawajiri, les personnages féminins, ils durent jamais très longtemps et même s'il y a des tentatives de les mettre en valeur, c'est souvent un petit peu raté. Après, il s'est un peu rattrapé plus tard, notamment avec Vampire Hunter D, où pour moi, Bah, c'est le personnage féminin est bien supérieur. Mais effectivement, il y a un côté romantique qui est compliqué, je trouve, à mettre en avant dans un univers qui est aussi sombre et sans espoir et aussi dark, avec en même temps des personnages qui parfois ils vont avec leurs gros sabots et des punchlines débiles. Donc au final, ouais, il y a voilà. un équilibre relativement juste Ou Ben 10 justement qui est tellement androgyne qu'on ne et sait pas du poétique. tout, qui on ne connaît pas forcément sa sexualité non plus à Ben 10. Non, mais c'est un être qui est vraiment profondément plus poétique et je pense que c'est aussi pour ça que je préfère le 3, tu vois. Ouais, je suis un peu amoureuse de Ben 10, j'avoue. Alors, ça renoue aussi avec quelque chose donc qu'on n'a pas trop vu, dans le sens où juste ici, on a traité des animés qui sont relativement peu gore, peu violents. Cyber City au Edo 808, ça fait partie des animés qui sont considérés comme violents à l'époque. Il faut comprendre qu'il y en a qui sont beaucoup plus violents dans le sens où quand même on voit du sang, on voit des personnages se Ouais. faire exploser, enfin voilà quoi. Ça a marqué des générations qui regardaient ça à la télé parce que leurs parents leur permettaient de regarder parce qu'ils se disaient ah bah c'est un animé alors c'est pour les enfants. Non non non, Cyber City au Edo 808 c'est pas du tout pour les enfants. Il y a plein d'autres gamins qui se sont retrouvés devant. Euh, et tout à l'heure, on parlait notamment des studios Artmic et du film Génocyber. Là, on est on en a pas reparlé, mais du coup, là, par contre, on est vraiment dans ce qu'on peut faire justement d'encore plus extrême avec des thématiques cyberpunk où là, c'est vraiment comment dire, du Devilman Ah ouais, non transposé mais, au cyberpunk. Ça goûte de partout, c'est les boyaux qui sortent, ah ouais, non mais les enfants c'est clament, s'il y a des enfants qui meurent tout le temps, tu vois leurs fantômes, c'est atroce. Enfin, Génocidaire. Génocidaire, Les mecs, ils vomissent leurs estomacs, quoi. ouais, Oui. mais par contre, Enfin, il y a plein de scènes d'action qui pour moi sont quand même dans Génocyber très marquantes, justement parce qu'on va plus loin dans le gore, là où Cyber City Uedo, c'est déjà une bonne base, je trouve, pour regarder du cinéma violent. Kawajiri, c'est déjà pas mal. Génocyber, ils ont voulu aller trop loin, mais si bien qu'en fait, pour moi, la série de films ne brille que par ça, et le reste, c'est absolument n'importe quoi. Le scénario, c'est un peu débile, mais bon, bref, on passe au-dessus parce qu'on n'avait pas prévu de parler de ça, mais juste pour dire qu'on a fait plus extrême que Cyber City au Edo. Pour autant, c'est une bonne représentation de ce que peut être, à partir des années 90, une représentation du cyberpunk qui va de plus en plus vers quelque chose de sombre, mais aussi vers quelque chose de gore, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, à ce moment-là, une volonté d'aller dans de l'animation qui est de plus en plus extrême et difficile. C'est encore très recherché d'ailleurs, il me semble ça. Moi, c'est pas ce qui va m'attirer le plus, le côté gore pour le gore. Mais je peux comprendre que graphiquement, ça soit absolument fantastique, hein.
Alors, sur le coup, si vous voulez voir cet OAV, donc il est en intégralité sur YouTube, en français notamment, ne regardez pas la version française qui est absolument à chier. C'est une horreur, vraiment. Imaginez des méchants qui parlent comme ça, enfin, c'est absolument insupportable. Par contre, il y a la version UK qui est particulièrement réputée. Elle est très réputée, elle a eu une grosse influence en Grande-Bretagne. C'est un animé qui est très connu en Grande-Bretagne. Mais je mets quand même un petit bémol. Ils ont complètement changé le soundtrack en Oui, Grande-Bretagne. ouais. Sur le coup, la bande originale anglaise est hyper connue. Genre vraiment, en Grande-Bretagne, c'est vraiment un album enfin, une espèce d'album de rock prog, mais qui tape un peu sur le coup, qui est assez réputé. Mais moi, je préfère la version originale du soundtrack. C'est vrai que la version anglaise est très bien doublée. C'est vrai que le soundtrack est plutôt cool. Mais sur le coup, pour moi, la version japonaise va mieux parce qu'on est sur un univers, enfin, la musique est un peu électro-kitsch, la version japonaise. Et pour moi, ça contraste un petit peu avec l'univers lugubre. Et pour moi, le côté mettre du gros rock qui tâche sur du cyberpunk, pour moi, c'est pas complètement adéquat. Il faut comprendre qu'à l'époque, les musiques électroniques, elles sont pas encore très répandues en Europe. Enfin, elles sont répandues, mais je veux dire, ça reste des choses un petit peu de niche. Enfin, en tout cas, dans le cinéma, elles sont très peu utilisées. C'est plutôt ça que je voulais dire. Mais pour moi, le côté électro colle quand même mieux avec l'univers cyberpunk. Tu, tu voulais ajouter quelque chose, Fabien, ou non? Parfait. Eh ben, on va conclure avec un dernier film, du coup, qui est Dirty Pair, Project Eden. À la base, du coup, Dirty Pair, c'est une série d'animation. Et là, on va se concentrer sur le film, du coup, Dirty Pair Project Eden, qui a été réalisé par Koichi Mashimo en 1987. Ouais, ça va encore plus loin en fait, parce qu'à la base, Dirty Pair, c'est une série de light novels. Encore une fois, c'est une espèce de petits romans illustrés, hein, qui avait été écrit par Haruka Takashiro et illustré par Yoshikazu Yasuhiko. Et en fait, très vite, le succès de ces light novels a effectivement donné naissance à une série télé qui était produite par les studios Sunrise qui à l'époque avait produit Gundam, qui aussi, ensuite produira plus tard City Hunter, Nicky Larson Mm. notamment. Et donc il y aura aussi des OVA, hein, de Dirty Pair, Danny en français. Oui, Danny, c'est ça. Danny, Allez, Danny. Danny. Donc en fait, ça se passe encore une fois dans un futur assez lointain. Et on suit Kei et Yuri. Ils sont deux agentes de la World Welfare Works Association, donc WWA ou 3WA. C'est une agence qui aide les planètes membres de la Fédération Unité de Galactica. Oui, parce que ça se passe dans un futur où l'humanité a conquis différents systèmes solaires. Et donc, et donc nos 2 agentes, à chaque fois, elles sont dépêchées pour faire des missions pas possibles. Sauf qu'à chaque fois, elles pensent arriver à, à accomplir leur mission, sauf qu'elles foutent à chaque fois un bordel monstre en quittant les lieux, quoi. Il y a toujours un truc, une catastrophe qui arrive au dernier moment. Et donc, en fait, Kay, c'est celle qui a les cheveux rouges-roses. Et l'autre, Yuri, c'est celle qui a les cheveux bleus. Alors, elles ont des personnalités assez distinctes, puisque Kay, elle, c'est celle qui aime bien les gros flingues, qui est très agressive, qui part au combat en mode bourrine, Impulsive, mais ouais. impulsive, mais sauf qu'elle aime bien les garçons. Aime la Alors garde. que, voilà, voilà. Et l'autre, Yuri, elle, elle est plutôt plus sur la réserve et elle aime bien les autres types d'armes, en fait. Elle n'est pas forcément sur les armes à feu. Et vu qu'à chaque fois, elles foutent le bordel dans leur mission, c'est pour ça qu'on les appelle les Dirty Pairs, en fait. Et donc la série, je crois qu'elle est produite vers 1985-86. Et comme toute franchise à succès, encore une fois, une franchise multiplateforme, ça donne lieu à un long métrage de cinéma, en l'occurrence Dirty Pair Eden Project. Et là, donc,
Encore une fois, le scénar est pas possible puisque, le film commence et les filles arrêtent des trafiquants de matière, d'un élément qui s'appelle le Visorium. Alors le Visorium qui est, une espèce d'élément, qui permet, les voyages spatiaux. Donc du coup, elles sont dépêchées sur une planète, donc la planète Agerna, pour arrêter des contrebandiers, de Visorium. Voilà, et elles vont tomber sur un mec qui s'appelle Carson, Dick Carson, donc qui est un de ces contrebandiers avec lesquels elles vont devoir s'associer. Alors pour l'occurrence, Carson, Dick Carson, il est en en caleçon, en caleçon, tout le temps, quoi, en caleçon avec des pois verts. Et donc, Carson, lui, il veut arrêter un savant fou qui est, le docteur Wattsman, qui est un vieux s Je rigole dès Wattsman. qu'il apparaît, j'adore. Et en fait, ce mec-là, c'est un scientifique un peu câblé, littéralement, il est plugué de partout là. Et son but, c'est de ressusciter et de lancer l'invasion d'une race extraterrestre mutante qui s'appelle les Sadiggas, qui sont des espèces de créatures un peu extraterrestres, un petit peu, salamandres, lézards de l'espace. Et donc, du coup, les filles, s'associent avec ce mec-là, avec Carson, Bonne. pour arrêter le scientifique. Sauf que Carson, lui, il a un autre projet en tête, puisqu'il veut retrouver un trésor mythique. Et ce trésor, en fait, on va découvrir qu'il s'agit d'une bouteille de vin rouge, offerte par le général de Gaulle en 1945 au Japon pour, marquer, la paix, quoi. C'est énorme. Mais le vin est bon, Et tu vois? le vin, il est ouf. Genre, c'est la quête En, suprême en, du vin, en quoi. quelle année? Je En l'an 2245, enfin, un truc un peu Le comme ça, vin tu est vois? bon. Et le Le vin vin est bon et et en le fait, vin, c'est il un peu est l'arme enfin, il y a cette idée que ça donne de la force extrême, c'est enfin, tu ça, vois? Une espèce de mythologie autour du vin Ah, de De Gaulle, Gaulle. il a créé la potion magique, mais il l'a mis dans une bouteille de vin, quoi. Exactement, c'est très français, Oui, so c'est ça. French. donc voilà, bon, bah, le film est complètement taré et il y a des scènes, d'action, mais juste, proprement, hallucinantes, quoi, notamment vers la fin où les filles, elles doivent pousser toute une attaque de créatures, qui popent par centaines, voire même par milliers, il y a quand même une scène de suspense Ouais, avec une culotte, quoi. ouais. Bah, c'est-à-dire qu'elle, hem, il y a un côté en fait, ce qui est assez étonnant, dans Dirty Pair, Project Eden, c'est que, alors déjà pour juste resituer, pourquoi est-ce qu'on le met ici? Parce que du coup, ça peut paraître un peu, sorti de son contexte, mais il y a une vraie, esthétique, cyberpunk, qui se dégage dans Dirty Pair, même si ça se passe dans l'espace. Parce qu'au final, le côté et d'ailleurs certains qui sont habitués à la série pourraient être un peu, déçus. Le côté où normalement dans la série animée, elles vont un peu de planète en planète, elles rencontrent, pas mal, de personnes différentes et tout. Là, on est en l'occurrence, sur, la même planète, 90 du film et c'est Ouais, une planète qui ressemble vraiment à une espèce de dystopie, cyberpunk, une espèce d'énorme complexe industriel, pétrolier un peu en fait, baigné dans des lumières bleues, violettes, sombres. Du coup, il y a quand même, vraiment, ce contexte-là et aussi, ben, Wattsman, le professeur en question, comme tu dis, ce plug, parce qu'on a très peu parlé, du plugin. On a aussi très peu parlé, Fabien, je tiens à te le dire avant que ce podcast s'arrête, des insertions de disquettes. À ah oui, c'est aucun vrai. moment on a parlé C'est des vrai. insertions de On s'en disquettes sert des disquettes. Dans et Meg et ouais, je voulais vous dire quand même, avant, que ce podcast s'arrête, qu'à un moment donné, dans Megazone 23, on a oublié de le dire, mais il y a quand même un mec qui plug, qui insère 10 disquettes en même temps. C'est vrai, Voilà 10 disquettes, mais il lui dit: «Mais 10 disquettes». Donc là, il y a un peu ce côté aussi, complètement fantasmé autour de la technologie où le mec se plug, des câbles dans la tête. Il a des espèces d'énormes lunettes où en fait ça projette dans ses lunettes, des des espèces d'interfaces ouais. d'ordinateurs complexes, avec des équations scientifiques que tu comprends pas. Enfin, il y a quand même vraiment cette dimension, cyberpunk, mais dans le côté presque, Heu, il y a 2 côtés, en fait. Il y a un côté un peu où le docteur Wattsman est extrêmement tourné en ridicule. Ah En ouais. fait, c'est un antagoniste qui est complètement con, c'est un espèce de scientifique fou,
qui, traite hyper mal son majordome, son majordome, c'est un cliché du majordome en costard, tu vois? Complètement esclavagisé. Enfin, tu un peu en mode, bon OK, c'est un méchant comment dire? De cartoon quoi, à la limite, mais on est ou de ou de DC, tu vois? Un peu ridicule quoi. Et en fait, moi ça me dérange pas trop dans le sens où tu as quand même des scènes effectivement qui sont relativement dark. Je pense notamment à une scène à un moment donné qui doit se passer au milieu du film où, les monstres, se réveillent Ouais. et en fait, tu as un espèce de travelling sur, je me rappelle plus trop, mais pour moi sur un plan, où tu montes en fait sur un plan sur la ville, qui est Un panneau. absolument dingue, sur encore une tour, extrêmement longue, hein, bien sûr, Ouais. évidemment. Ce enfin, cette scène, elle est absolument folle, en fait. Du coup, pour moi, il y a 2 tons complètement différents. Il y a le ton un peu, comique, parfois lourdingue, de Heart Hyper où effectivement, en plus d'être hyper maladroite, là, tu as un héros qui s'est rajouté, Ah qui est bah, Carson et qui est absolument, antipathique au possible. C'est vraiment, la caricature, du mec, qui se la racle, et juste, qui enfin, mais vraiment quoi, il est absolument imbuvable. Hem Donc, il y a des espèces de gags entre ces personnages-là. Je supporte pas leur dynamique, honnêtement, aux 3 personnages, je trouve ça débile. En plus, ça casse la dynamique entre les filles. ça casse la dynamique entre les 2 meufs et au final, il y en a une qui est complètement mise de côté parce qu'évidemment, je sais plus comment s'appelle celle aux cheveux rouges, du coup. Yuri, Voilà, Kate, pardon, Kate. Kay, elle finit par oui, c'est ça, Kay, elle finit par tomber in love, mais en mode trop ridicule, de Tarzan, juste parce que c'est un mec qui a des gros guns et qui est badass. Et tu en mode: «Ah pitié quoi», enfin non. Et en fait, ça, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, Carson prend quand même une grosse partie du film, c'est-à-dire qu'il montre pendant une énorme partie du film à quel point il s'est levé des gros trucs, à quel point il est débrouillard, à quel point il peut les sauver de toutes les situations. Et du coup, les vraies scènes badass où elle se révèle, c'est sur la fin où tu les vois vraiment combattre. Tout le monde est en slip, et en petite Ah ouais. tenue, pour des raisons, bon, qu'on va pas vous expliquer parce que c'est débile, mais en gros, ils combattent en slip et en petite tenue pendant tout le film jusqu'à ce qu'à la fin, elles retrouvent par miracle, dans leur vaisseau, leurs armures et qu'elles arrivent avec leurs espèces de méca armures, badass. Tu en mode: Exosquelette, «Ah, ouais. il était temps quand même». Donc il y a ce côté, je trouve, qui est vraiment dommageable dans ce film où tu te dis: «Bah, c'est un peu dépassé pour le côté humoristique», d'après moi. Après, je pense que c'est pas non plus ce qu'on a fait de plus catastrophique et de plus kitsch, hein. Par contre, enfin, vraiment l'esthétique du film, pour moi, elle est hyper aboutie et au-delà de ça, c'est au niveau des techniques d'animation, c'est un film qui est superbe. Ah oui, non, mais l'animation qui est supervisée par, un très, très grand monsieur qui est, Koji, Morimoto. Koji Morimoto, qui, fera plus tard, notamment le fameux clip, Extra pour Ken Ishii, clip musical qui est un véritable concentré de cyberpunk, mais donc du coup, ouais, ouais, là, c'est pour ça que l'animation, elle est particulièrement soignée, Elle est et folle, ouais. ouais, ouais, non, mais là, Ce qui est c'est super compliqué. intéressant aussi, Ouais. c'est un mélange en fait entre une esthétique, qui est très 80s pop, qui rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur Bubblegum Crisis. La musique pop, elle est incroyable, hein, vraiment, moi j'adore, le soundtrack, de ce film, je le trouve fou. Par contre, voilà, c'est vraiment du rock pop, Oui. des années 80 quoi. Mais il y a une forme de cyberpunk qui est alliée avec des visuels psychés qui Mmh. sont super colorés, où tu as beaucoup de néons, de couleurs, flash et tout. Et en fait, c'est la marque, de fabrique de Mashimo, qui a fait d'ailleurs, Love City, que moi j'ai jamais réussi à continuer parce que je trouve ça un peu insupportable. Mais toi, Fabien, je sais que tu l'as vu et Ouais. c'est quand même une esthétique un peu singulière, en fait. Mmh. Ouais, je reviens vite fait sur Morimoto, hein. Il faut surtout pas comment dire, il faut surtout pas l'ignorer, hein, ou le trepasser puisque le mec était quand même, animateur clé, sur le film Golgo 13 de 1983. Ah non, putain, ça suffit avec Golgo Voilà. 13. Mais Le 1er gars qui a inséré des images 3D, dans un ouais, animé japonais. ouais, ou qui a fait un personnage, ultra inexpressif aussi. Mais Ah il ouais, était lui. aussi, animateur clé sur justement Mani Mani, sur, Ah Robot oui. Carnival, sur Akira, s'il vous plaît, Ah oui, et d'accord, ouais. il était aussi, co-réalisateur de Memories, Ah oui, hein, de donc Katsuro Otomo? ouais, voilà, donc qui était aussi un film, omnibus. Il était aussi sur Animatrix, donc Non, il s'est pas ennuyé, non. ultra ponte, quoi, Ouais. Baise. ultra ponte. Mais c'est vrai que l'esthétique un peu pop, elle se voit aussi dans le générique, du film, mais là, il faut Oh revoir là aussi là.
Ouais, qui est chef-d'œuvre fou, le hein. générique. En fait, même si vous voulez pas voir le film, le générique, il est en HD sur YouTube, juste C'est regardez le ça. générique, quoi. Qui a un générique, on va dire, post-James Bond, mais sous acide et encore qui va encore plus C'est ça. loin dans les délires visuels. Mais il faut revoir le générique de la série et voir ensuite derrière le générique de Nicky Larson, City Hunter, Ouais. où on voit des trucs qui se répondent. Enfin, c'est normal, c'est le même studio, c'est Sunrise. Donc on voit justement des formes féminines bleues et on voit surtout quoi? Des gens qui tapent sur des téléphones et sur des claviers, très important. Oui, on a ouais, Ouais. insertion de disquette, mais taper sur des téléphones et des Voilà, claviers et aussi. ça fait des choses. Ça Ouais. fait Non, franchement, je sais pas ce que tu en as pensé globalement, Fabien, mais pour heu, moi, c'est un j'adore. de quoi? J'adore, moi, le film, je me suis régalé. En fait, pour moi, ça rejoint un peu les films plaisir coupable, dans le sens où, parce que par rapport au scénario, je veux dire, du coup, j'arrive pas à adhérer totalement et je suis en mode, j'avoue là, j'en ai plus rien à foutre, tellement en fait, c'est beau et tellement c'est aussi, je trouve, singulier par rapport à ce côté pop. C'est pour moi encore un autre exemple du fait que tu peux faire du cyberpunk en étant pop Ah et oui, relativement psychédélique. Et en fait, ce qui m'intéressait aussi dans ce podcast, c'est de se rendre compte qu'il y a tout un tas de façons d'aborder le Mmh. cyberpunk. Il n'y a pas simplement la façon techno dark des années 90-2000, Bah, hyper, comment dire, nihiliste en fait. Kitsch, Petty, ouais. Ouais, c'est ça. Là vraiment, tu peux aussi insérer des touches d'humour, mais aussi des touches de fun jusqu'à l'esthétique, jusqu'à la manière d'appréhender les lumières, les couleurs. Enfin, on est pour moi sur une période du cyberpunk qui en fait est très très courte, là où aujourd'hui on aborde le futurisme avec enfin, une approche qui en fait est beaucoup plus sombre. Et je trouve que mmh, parfois c'est dommage en fait de pas ajouter ces petites touches d'espoir et de tu vois presque Mmh. d'utopie, parce qu'au final Dirty Pair c'est pas enfin, là ça se passe sur une planète qui est relativement dystopique, mais globalement c'est plutôt l'espace qui est fun, hein. bah, je crois il C'est dans un monde de med. faudra attendre, Space Dandy pour revoir un truc un Oui, peu c'est Un peu ça, similaire. ouais. fun, ouais, 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 ouais. clairement. Space Dandy, ouais, c'est Ah, clair. ouais, bon, Cowboy Bebop quand même aussi rallie Ouais, aussi un peu Cowboy Bebop vient plus sur un truc un peu plus onirique, tu vois, Ouais, exactement, ouais. sur le rapport à la fin et à la existentiel, hein, vacuité des choses. Mais oui, Space Dandy, je suis d'accord avec Fabien, ça vient plus Clairement, faire un truc clairement. totalement what the fuck dans l'espace. Ouais. Donc, ça fait une belle transition pour arriver à notre conclusion parce que moi, j'en peux plus. Je suis fatigué. Je vous déteste. Vous me sortez. Je suis fatigué. Du coup, Ouais, il fait 40 degrés, on le rappelle, parce qu'on l'a pas ouais. rappelé depuis 1 heure. Il fait 40 degrés. C'est l'enregistrement de la douleur. Du coup, on va conclure avec, parce qu'on n'a pas conseillé assez de trucs déjà, donc on va conseiller quelques films live. Alors moi, j'aurais pas de film live à conseiller, mais voilà, je vais commencer. Je vais vous laisser conclure. Moi, du coup, justement, on en a parlé, on vient d'en parler, mais je conseille le Memories de Katsuhiro Otomo parce que du coup, ça brasse un peu des thématiques futuristes. Et il est ressorti en salle il y a pas si longtemps. Et donc, si jamais vous avez l'occasion de le voir, bon, il est plus en salle aujourd'hui, mais alors j'ai plus le nom des trois films qui sont dedans, mais je trouve qu'ils sont vraiment incroyables, notamment Sticky Bomb et du coup qui est celui qui se passe avec, c'est un soldat qui en fait se retrouve, alors c'est infecté par une espèce de virus et que du coup tout le Japon va essayer de se mobiliser pour arrêter un homme à vélo. Voilà. Donc c'est assez incroyable. Donc voilà, je conseille ça. Et sinon de gaieté, du coup, on a beaucoup parlé on a parlé de quelques-unes de ses œuvres. Watanabe qui va sortir une série du coup, dans le courant de l'année prochaine qui va s'appeler Lazaro. Donc ça va sortir en 2024 et c'est une histoire qui se passe en 2052 dans un monde où la violence elle a été complètement annihilée. Et ça grâce à Apuna, qui est un remède créé par le docteur Skinner. C'est une substance chimique qui permet de guérir, qui guérit tout et qui libère de tous les maux, de quoi sans aucun effet secondaire. Mais après la campagne de vaccination, le médecin en question disparaît et du coup, il refait surface avec une horrible annonce. Du coup, toutes les personnes qui ont reçu le remède, ils vont mourir dans approximativement 3 ans. Donc voilà, il y a une équipe de 5 agents qui vont être mobilisés pour essayer de contrecarrer les plans enfin les plans qui ont été mis en place.
Voilà, donc je vous laisse conclure avec vos suggestions. Peut-être sur un animé aussi qui est beaucoup plus récent en termes de cyberpunk, moi je conseillerais bien Psycho Pass, Ouais. qui est un animé que j'ai beaucoup aimé sur la thématique où là on est sur, l'idée, qui a été assez répandue aussi, mais qui là je trouve est relativement bien traitée, de, la criminalité complètement, soignée, de l'humanité en fait, hein. Voilà, ça soulève un tas de questions, sur effectivement le contrôle des masses, qui rejoint en fait, pas mal de sujets qu'on a abordés aujourd'hui. En tout cas, je trouve que c'est un très bel animé, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, je sais plus exactement dans quelle année il est sorti, mais si vous avez l'occasion de le voir, voilà. Mais bon, avec Fabien, si on devait conseiller, des films de cyberpunk, on sait lesquels on conseillerait. Bon déjà, on va conseiller, un film que allez avoir du mal à trouver autrement que par des voies complètement illégales. Nous vous conseillons de voir, Gunhead, qui est une œuvre, magistrale. Heu, Fabien me regarde avec un air témoin. J'étais là. J'étais là. Voilà, nous avons découvert ce film ensemble avec Fabien, c'était telle une épiphanie pour nous. Gunhead, c'est 89, hein, sauf que ça précède largement les années 90 sur l'esthétique justement cyberpunk. On est sur un film, qui rejoint en fait l'esthétique beaucoup plus dark, industrielle du cyberpunk des années 90. Il y a des ah vas-y Fabien, je sais pas comment pour moi, il y a des mechas, il y a tout. C'est je sais pas comment dire, mais c'est une forme de d'apothéose du genre, La quintessence, c'est la ça la quintessence. quintessence du genre. Ouais, c'est une équipe, comme ça de personnages un peu en couleur, quoi, des espèces de pas de contrebandiers, mais comment on pourrait les Si, si, définir? c'est des Ouais, contrebandiers. contrebandiers qui doivent aller sur une île artificielle dominée par des machines rebelles et ils doivent, récupérer encore une fois un élément, révolutionnaire qui s'appelle le Tex-Mexium et du coup, voilà, Maximum quoi. Tex Mais Tex c'est un Tex film américano-japonais en fait. le Tex-Mexium, quoi. Ah ouais, Voilà Dans et l'époque des MacGuffin minerais voilà, voi qui voilà, voilà, exactement. exactement, ouais, exactement. Et du coup, ils vont devoir, récupérer ce Tex-Mexium alors qu'ils sont entourés de machines qui vont les arrêter. Voilà, grosso modo. Alors ça se passe dans une espèce comme ça de complexe industriel, absolument immense et à un moment donné, le héros va devoir réactiver, Gunhead, qui est une sorte de super, méca, piloté par un ordinateur, sympathique, et Il est très très gentil gentil, Gunhead. très gentil Gunhead, Très, très très, très gentil symp Gunhead. On très l'aime beaucoup, sympathique et c'est un film qui, qui est une sorte de film un petit peu malade, complètement. qui est un petit peu compliqué à comprendre sur le plan, structurel, mais par contre visuellement, c'est Visuellement, il casse des culs, quoi. une tuerie Tu sais totale parce qu'on a une équipe de dingue dessus. On a, Koichi Kawakita, qui faisait les Godzilla de cette époque-là. On a, Shoji Kawamori, donc le mecha designer de Macross qui est dessus aussi. On a Yuji Kaida au mic painting. On a Keita Amemiya à l'animation. Enfin, visuellement, on est sur une espèce de méca porn, ouais, absolument c'est ça, c'est du ahurissant. méca porn, Voilà. c'est du cyberporn porn méca porn. Et le design de Gunhead annonce les mechas des jeux vidéo, Armored Core. Alors justement, si on en parle parce qu'il y a un nouvel Armored Core là qui sort Ah, et quand on voit quand on compare, Gunhead avec Armored Core, il y a une parenté, assez évidente, quoi. pour moi, Gunhead, c'est un peu le film que tu aimes aussi pour ce qu'il aurait pu être. Ouais, Voilà, c'est-à-dire, tu vois tout le potentiel qu'il y a derrière et tu te dis: «Waouh» et du coup, il y a un truc aussi où ça te fait rêver parce que même s'il est pas 100 abouti, il y a toujours ce truc de tu te dis: «Waouh!» Tu sais, ça t'ouvre ouais, un univers des ouais, ouais. possibles, en un fait imaginaire qui et s'ouvrait. bon après on conseille aussi, Zeiram et Highlander en termes de films, cyber mais on n'aura pas le temps donc Gunhead putain! Et aussi, vous pouvez vous procurer chez, Spectrum Film, donc le coffret, dédié à Sogo Ishii, où Ouais, vous avez, Electric Dragon, 80,000 volts avec, c'est assez dingue ce film, qui est Déjà le titre me vend du rêve. non mais oui, non, mais c'est complètement fou, c'est avec ça fait Tadanobu, partie de ce cyberpunk sur le coup très punk, c'est la ça. continuité de ce genre-là, C'est un mec qui survit à, comment dire? Le mec, il gravit un pylône à haute tension et il subit un choc électrique de 80 000 volts
et du coup, il devient une sorte de foyer électrique, vivant, le mec, tu vois? Bon, voilà, mais ça, c'est un film du début des années 2000 et en bonus, dans ce coffret, vous avez le fameux, Crazy Thunder Road, Ouais, donc le fameux film punk originel, toujours de Sugo Ishii, donc ça renvoie moi carrément que la peine. j'ai vu dans une qualité absolument dégueulasse, sur YouTube, donc j'aimerais bien le voir dans une bonne qualité. Et ben voilà. Attends, hop. C'était long, mais c'était trop chouette. Voilà, on arrive au bout. Bah oui, oui, c'était très très cool. Merci à vous deux. Merci Camille. Mais merci à vous toutes et tous si vous êtes restés, j'espère que ça vous aura donné des envies. Moi, ça m'a contentée même par 40 degrés parce que j'aime bien, mes compagnons. Merci Fabien aussi Le d'être rire trop prêté. naturel, Bah, il a pas à rire C'est un rire de fatigue. j'en peux plus bah, d'Odyssée. merci à toi, Odyssée, pour l'invitation et puis surtout, bah, Et merci aussi Merci. à tes auditrices et tes auditeurs. J'espère que ça j'espère leur que ça pla ça leur plaira et que ça, comme tu dis, que ça suscitera des envies de regarder des animés avec des motos et des oui, motos Ouais, rouges et des disquettes et des câbles et que sais-je de méca, du sexe bot, de sexbots aussi, de robots qui fonctionnent au sang des vampires, et du Chris du chewing-gum. de Chris du oui. chewing-gum. Donc voilà. Et ben merci à tous et à bientôt sur Graphic Saga. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose. I am no Jedi. The wind's on our side, boys! That's all we need! We are bonded forever. Can't let Spider-Man die! Neither can I. Yeah,